Bonsoir à tous et bienvenue dans le débat sur France 24. 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie, Emmanuel Macron demande pardon aux harkis au nom de la France. Le chef de l'État a annoncé un projet de loi de reconnaissance et de réparation à ceux qu'on appelait les supplétifs de l'armée française. Emmanuel Macron avait organisé une réception consacrée à leur mémoire à l'Élysée, pendant laquelle des harkis, mais aussi des enfants de harkis ont pris la parole. Après cette reconnaissance, le chef de l'État participera à 2 autres journées de commémoration, celle de la répression par la police française d'une manifestation d'Algériens le 17 octobre 1961 et celle des accords d'Évian du 18 mars 1962. Alors Emmanuel Macron a-t-il franchi une nouvelle étape dans la réparation aux harkis? Comment s'inscrit cette réparation aux harkis dans le processus de réconciliation des mémoires entre la France et l'Algérie? On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Dalila Kerchouch. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes grand reporter, écrivain et scénariste, auteur de Mon père, ce harki, et c'est aux éditions du Seuil. À ma droite, Mohand Amoumou. Bonsoir à vous également et bienvenue. Président d'Agir, Agir pour les harkis, une association justice, information, réparation. Vous êtes également professeur et vous avez bien sûr publié un certain nombre de livres également sur les harkis. Nous avons avec nous par Skype de Montpellier Pierre Daume, journaliste reporter au Monde diplomatique, historien spécialiste du passé colonial français, auteur de l'enquête Le dernier tabou, les harkis restés en Algérie après l'indépendance aux éditions Actes Sud. Bonsoir à vous et bienvenue également. Bonsoir. Par Skype de Carpentras, Julien Aubert est avec nous, député LR du Vaucluse, fondateur du mouvement Oser la France, auteur d'une lettre ouverte à Emmanuel Macron dans le JDD qui demande une indemnisation spéciale pour les harkis. Merci également d'être avec nous et bonsoir. Bonsoir. Emmanuel Macron, je vous disais, demande donc pardon aux harkis au nom de la France. Le chef de l'État a annoncé un projet de loi de reconnaissance et de réparation. On l'écoute. Au nom de la France, je dis aux harkis et à leurs enfants à voix haute et solennelle que la République a alors contracté à leur égard une dette. Aux combattants, je veux dire notre reconnaissance. Nous n'oublierons pas. Aux combattants abandonnés, à leurs familles qui ont subi les camps, la prison, le déni, je demande pardon. Nous n'oublierons pas. Le souvenir des harkis, l'honneur des harkis doit être gravé dans la mémoire nationale. Cette histoire, nous la racontons, nous l'enseignons, et nous continuerons d'en panser les plaies tant qu'elles ne seront pas refermées par des paroles de vérité, des gestes de mémoire et des actes de justice. C'est pourquoi le gouvernement portera avant la fin de l'année un projet visant à inscrire dans le marbre de nos lois la reconnaissance et la réparation à l'égard des harkis. Je m'y engage. Dalila Kerchouch, vous êtes fille de harki, vous avez grandi dans un camp, vous avez témoigné pendant cette cérémonie, un témoignage très fort d'ailleurs, je tiens à le préciser. Vous avez évoqué un scandale d'État. Avec ce projet de loi, Emmanuel Macron a-t-il franchi vraiment une nouvelle étape dans la réparation aux harkis? Est-ce qu'il est vraiment allé plus loin que Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ou encore François Hollande? Oui, ce discours est une vraie rupture et c'est un tournant historique pour moi parce qu'il est le premier président à avoir reconnu, à avoir compris le drame des harkis dans toutes ses dimensions. Il a souligné la grandeur de l'histoire des harkis et la douleur. Et pour moi, ce sont 2 dimensions absolument fondamentales. Il est le premier président à avoir décrit avec une telle précision, avec des détails, avec une justesse, l'exclusion et l'enfermement des harkis dans les camps. C'est la première fois ça, parce que c'est vrai que Jacques Chirac avait reconnu la dette d'honneur à l'égard des harkis, François Hollande avait reconnu également les responsabilités du gouvernement, mais c'est différent cette fois. Oui, le sujet des camps restait un sujet tabou. Et là-dessus, le président de la République a vraiment tourné la page de la honte et du déni. Il a parlé de maltraitance, il a parlé d'exclusion, il a prononcé des mots forts, il a parlé de privation des libertés fondamentales, il a parlé de familles harkis, parquées dans d'anciennes prisons. Et tous ces mots
il a parlé de fidélité bafouée à plusieurs reprises. Donc cette description précise de la politique d'internement des familles de harkis dans les camps, il est le premier président à en parler. Donc ces mots étaient suffisamment forts pour vous? Suffisamment, je ne sais pas, parce que c'est difficile à dire. C'est un drame tellement... qui est d'une telle gravité. C'était le sens de mon intervention, de dire qu'il y a une dimension irréparable dans ce drame. Comment réparer des milliers de familles françaises parquées pendant des années derrière des barbelés, dans un univers totalitaire, privées de leurs droits, des familles, des vies broyées. Donc, suffisamment, je ne sais pas, mais en tout cas, pour les vivants que nous sommes, pour les harkis, pour les descendants, ces mots étaient justes, nécessaires et légitimes. Mohand Hamoudou, vous êtes d'accord? Il faut juste faire un petit rappel. Il y a d'après ce que j'ai lu, entre 55 000 et 80 000 harkis qui ont été abandonnés en Algérie et victimes de représailles. Et aujourd'hui, en France, on compterait à peu près 500 000 harkis. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Dalila Kerchouch? Alors non, il n'y a pas 500 000 harkis. Malheureusement, les harkis, les plus jeunes aujourd'hui, ils ont plus de 80 ans. Donc, non. Donc il y en a combien? Il doit en rester à peu près 5 à 6 000 de vivants. 5 à 6 000 vivants des harkis. Donc après, il y a des enfants dans ces harkis. Et des descendants? Oui, des descendants. Alors, évidemment, si on compte cette communauté de destin qui est très diverse d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui le terme harki est un terme générique qui englobe à la fois les supplétifs de l'armée française, mais qui englobe aussi des fonctionnaires qui n'ont pas voulu désobéir aux ordres du FLN, qui ont voulu continuer à servir la France, des militaires de carrière, ainsi de suite. On englobe tout ça derrière le terme harki. Et ça fait combien? Oui, ça fait à peu près 600 000. À peu près 600 000, voilà, mais ce n'est pas 600 000 harkis pour qu'on soit bien précis. Par rapport à ce qui vient d'être dit, moi je dirais que la rupture, elle n'est pas dans les mots. Parce que d'autres présidents avaient eu des mots forts, que ce soit Jacques Chirac qui avait parlé de barbarie, que ce soit Nicolas Sarkozy qui avait dit effectivement qu'on portait une responsabilité devant l'histoire avec cet abandon, que ce soit le président Hollande qui lui aussi a reconnu la responsabilité de l'État. Les autres présidents ont aussi eu des mots. La différence aujourd'hui, c'est que le président va plus loin. Il va au-delà des mots, justement. Il propose une loi. Je crois que c'est ça qui est important. C'est ce que vous souhaitiez. Hein. C'est ce qu'on souhaitait parce que ça fait changer de logique. Si vous voulez, avant, tout ce qui pouvait être fait en direction des harkis était dans une logique de solidarité, dans une logique d'action sociale, comme on peut le faire vis-à-vis des populations démunies. Indemnisation, par exemple. Oui, indemnisation, mais là, on est dans un autre registre. Il y a un changement de paradigme, il y a un changement de logique qui est de dire on accepte la vérité, on la fait reconnaître, acter, graver dans le marbre de la loi par l'ensemble des députés, et c'est important, ça veut dire que c'est toute la nation qui le reconnaît, et à partir de là, on met en place une commission d'évaluation des préjudices, il a parlé de la mise en place de cette commission, et derrière, on met en place un fonds d'indemnisation. Reconnaissance de responsabilité, commission d'évaluation, fonds d'indemnisation, c'est ça le triptyque qui fait passer de l'assistanat à la vérité et à la justice. Pierre Daume, le chef de l'État a effectivement annoncé ce projet de loi reconnaissance et réparation. Est-ce qu'effectivement ce que dit Mohand Hamoudou est réel? Parce qu'en même temps, le chef de l'État dit bien que cette loi ne dit pas la vérité, que ça, ce sont aux historiens de le faire. Oui, alors, bon, je partage les sentiments des deux intervenants précédents. Il se passe aujourd'hui avec le président Macron quelque chose de très très important. Bon, c'est peu de dire que la France et les gouvernements français ont eu d'énormes difficultés à reconnaître les pages sombres de façon générale du passé colonial. Là, il semble que une nouvelle étape est franchie et donc moi je trouve que tout est bon à prendre dans cette politique de reconnaissance des pages sombres du passé colonial. Cependant, déjà une première chose me vient à l'esprit, il me semble qu'il y a des grands absents dans cette
dans ce désir de reconnaissance et de réparation, ce sont les harkis et leurs familles restés en Algérie. Puisque si on pense, si on construit, si on construit ces réparations d'ordre, en effet, juridique, et ça je partage tout à fait l'analyse de Mohamed Hamoumou, que enfin on sort de l'aide sociale et on parle de droit, et bien si on base donc cette justice sur les trois grands piliers fondamentaux depuis le début, qui sont donc l'abandon scandaleux et organisé par le gouvernement du général de Gaulle de tous les harkis et leurs familles, et au sens large, hein, comme le précisait M. Hamoumou, c'est-à-dire c'est aussi les fonctionnaires, c'est aussi les militaires de carrière, etc. Donc l'abandon, le massacre, ou en tout cas les exécutions sommaires par milliers d'une partie d'entre eux, et l'accueil indigne dans les camps en France, eh bien, il existe aujourd'hui en Algérie des dizaines et des dizaines de milliers de familles de harkis qui vivent toujours en Algérie et qui pourraient prétendre, en tout cas sur les bases de l'abandon et de l'assassinat de certains membres de leur famille, qui pourraient prétendre à une réparation de la part de l'État français. Donc elles peuvent prétendre. Elles peuvent y prétendre rapidement. Oui, ah oui. Ah ben, selon ce qu'a dit le président Macron, oui. Sauf que là, je pense que c'est un grand absent de toute cette histoire. Julien Aubert, le sujet des harkis a mobilisé ce week-end les candidats à la primaire de la droite. Le drame des harkis est celui de toute la France, a déclaré samedi Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, du geste d'Emmanuel Macron aujourd'hui? Moi, je pense qu'avec les 60 ans des accords d'Évian, il faut solder définitivement, je dirais, ce qui reste comme un problème dramatique de notre histoire, sur lequel on n'est pas arrivé véritablement au cours des dernières décennies à trouver quelque chose de satisfaisant, à la fois du point de vue de la reconnaissance et du point de vue de l'engagement financier qui est derrière, parce que quand on reconnaît une faute, eh bien, on essaye de la réparer. Vous demandiez, vous, plutôt justement réparation de préjudice, hein, oui, des indemnités, vous demandiez. Oui, parce que je pense, si vous voulez, que quand il y a préjudice, quand il est délibérisé, à un moment donné, on doit en tirer les conséquences. Donc après, la forme que Emmanuel Macron a donnée, je pense qu'elle permet de solenniser, je dirais, la chose. Je ne crois pas, si vous voulez, qu'ils disent autre chose que ce qu'ont dit les autres présidents, mais c'est à l'avantage de l'associer, en tout cas, à une démarche financière. Après, moi, je suis très attentif à deux points. D'abord, au fait qu'on a un agenda législatif très embouteillé et qu'on nous disait qu'il n'y avait plus de place pour des projets de loi. Donc, j'espère vraiment que ce sera fait avant décembre. Et puis, deuxièmement, on sait qu'on est à 6 mois d'une élection présidentielle. Et donc, moi, je souhaite, si vous voulez, que tout soit verrouillé, quel que soit le résultat dans 6 mois, que ce soit lancé, que ce soit soldé. Bref, si vous voulez qu'on n'ait pas 5-6 ans à tirer les conséquences de cette loi. On va écouter un vif échange qui a eu lieu justement pendant le discours d'Emmanuel Macron entre une harki et le chef de l'État, et on va voir justement à quel point le sujet était très sensible pendant cette matinée. Je vous entends depuis tout à l'heure, madame, parler à voix haute, y compris quand celles et ceux qui défendent vos causes sont là. Et c'est pour cela aussi. Madame, ce que je veux vous dire, mais vous êtes là. Dans ce que vous exprimez, madame, ce qu'exprime monsieur... Oui, mais je ne fais pas... Non. Je ne fais pas de promesses en l'air, mais il y a quelque chose. Non, monsieur Cathy. Mais venez.
Mais vous voyez, juste, asseyez-vous. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que, y compris entre vous, ce que vous avez son. Mais je sais. Mais vous êtes là, madame, et je suis là devant vous. Et je vous connais aussi, vous faites pareil. Monsieur le Président, c'est parce que c'est dans le... Mais oui, mais ce qu'il y a, Serge, assieds-toi. Je continue. On a vu cette émotion d'Alila Kerchouch pendant ce moment. Effectivement, cette femme qui n'arrêtait pas de lui dire « je m'appelais Marguerite », qui a interrompu le chef de l'État. Vous avez posé cette question pendant votre témoignage. Vous avez posé la question « pourquoi un tel mépris ? Pourquoi une telle politique de ségrégation dès 1962 ?» Est-ce que vous avez les réponses à ces deux questions? Pourquoi un tel mépris? Non, je ne les ai pas. Je ne les ai pas. Je ne sais pas, toujours pas pourquoi. Moi qui suis née en 1973, qui sur le sol français, pourquoi je suis née derrière des barbelés? Pourquoi un tel mépris? Pourquoi une telle politique de ségrégation officielle qui a commencé en 62 et qui s'est terminée jusqu'aux années 80? Pourquoi si longtemps? Pourquoi cette administration d'exception créée pour gérer ces camps de la honte? C'est quoi, la mauvaise conscience de la France, les harkis? Alors, mon sentiment, c'est que le gouvernement, les gouvernements de la post-indépendance, oui, après les accords d'Évian, étaient tellement pétris de mauvaise conscience coloniale qu'ils ont fait porter leur culpabilité sur le dos des harkis. Cette culpabilité qu'ils n'ont pas pu assumer. D'où la stigmatisation de la figure du harki, le paria, le traître, et d'où l'invisibilisation aussi de ces harkis. On ne voulait pas voir les harkis comme on ne voulait pas voir les névroses coloniales. Wanda Moumou, vous êtes d'accord? Je ne sais pas si c'est vous qui avez dit ça pendant la cérémonie. Il n'y a pas d'Algériens qui ont choisi la France, mais des Français qui ont choisi de le rester. Oui, et c'est une adresse que je faisais. C'est vous qui le disiez. Vis-à-vis de vos collègues journalistes, parce qu'un certain nombre de journalistes continuent à commencer leur article par ces Algériens qui ont choisi la France. Je voulais juste leur rappeler, je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont un minimum de culture, qu'avant 1962, l'Algérie c'était la France, les 3 départements français. Bien sûr, c'est pas Pierre Baume qui dira le contraire, bien sûr, il y avait des différences de traitement, bien sûr, on pourrait faire tout un débat sur la nationalité, la citoyenneté en Algérie, est-ce que c'était des sujets français? Il n'existait pas réellement. C'est-à-dire qu'il y avait française, puis après il y a eu 2 collèges, mais en tout cas, à partir de 1958, le président de la République de l'époque, le général de Gaulle, dit « Je ne vois ici que des Français à part entière ». Il réitère en disant « Il n'y a que des Français de Dunkerque à Tamanrasset ». Donc oui, à partir de 1958, il n'y a qu'un seul collège, que des Français. On va en parler juste après une pause, je vous interromps, pardon. Une petite pause et on se retrouve juste après. Bienvenue dans la deuxième partie du débat consacré largement à la réparation aux harkis. 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie, Emmanuel Macron leur a demandé pardon au nom de la France. Le chef de l'État a annoncé un projet de loi de reconnaissance et de réparation. Et après cette reconnaissance, Emmanuel Macron participera à 2 autres journées de commémoration, celle de la répression par la police française d'une manifestation d'Algériens en 1961 et celle des accords d'Évian du 18 mars 1962. Alors comment s'inscrit justement cette réparation aux harkis dans le processus de réconciliation des mémoires entre la France et l'Algérie? On en parle toujours avec Dalila Kerchouch, qui est grand reporter, écrivain et scénariste, auteur de Mon père ce harki aux éditions du Seuil. Mohand Amoumou, président d'Agir pour les harkis, également
également Pierre Daume est avec nous, journaliste, reporter au Monde diplomatique, historien, spécialiste du passé colonial français, auteur de l'enquête Le Dernier Tabou, les harkis restés en Algérie après l'indépendance. Vous étiez en train justement de vous exprimer, Mohand Hamounou, sur ce sentiment d'appartenance à la France des harkis à l'époque. On n'était pas des Algériens, on était des Français. C'est ce que vous disiez dans la première partie de cette émission. Non, je disais que la situation était complexe, mais qu'à partir de... Puisqu'effectivement, il y avait 2 collèges, il n'y avait pas d'égalité des droits. Je disais que Pierre Daume connaissait bien le sujet, pour y revenir. Mais qu'à partir de 1958, il n'y a plus que des Français, selon le général de Gaulle. C'est ça que j'étais en train de dire. Et après, il faut aussi dire que beaucoup de supplétifs sont devenus harkis parce qu'effectivement, leurs parents avaient déjà fait la guerre pour la France depuis plusieurs générations, d'autres parce qu'ils étaient des familles de Bachaga qui étaient françaises, des fonctionnaires qui étaient même naturalisés françaises de longue date. Mais il y a aussi beaucoup de paysans, notamment, qui sont devenus harkis, d'abord contre la terreur du FLN, qui était pour l'égalité des droits, pour l'indépendance, même les messalistes notamment. Et il y a eu une guerre terrible entre les messalistes et le FLN, voilà, qui voulait garder le pouvoir. Mais ce que j'ai dit, ce que le président a bien compris ce matin, c'est que, quelles que soient au fond les raisons pour lesquelles ces hommes se sont battus pour la France ou avec la France, ils ont rempli leur part du contrat. Ils ont été loyaux, ils ont risqué leur vie, ils ont cru aux promesses. En revanche, l'État français n'a pas respecté sa parole et n'a pas respecté même tout simplement sa responsabilité humanitaire. C'est-à-dire qu'il y a eu une non-assistance à personne en danger. Et c'est ça qui est grave. Le président a parlé de manquement à certaines responsabilités, mais c'est même un manquement aux valeurs mêmes de la République. Pierre Daume, justement, puisque vous êtes l'historien de ce plateau, pourquoi un tel manquement? C'est la question que j'ai posée à Dalila Kerchouch. Pourquoi un tel abandon? Pourquoi un tel mépris des harkis en 1962 et pendant les années qui ont suivi? Alors, pour moi, dans tout ce discours qu'on a entendu du président Macron, qui se veut un discours de vérité afin d'apaiser les mémoires, afin de panser les plaies, hein, je cite le président Macron, pour moi, c'est très joli sur le papier de parler de discours de vérité, c'est très joli à entendre à la télé, mais en fait, pour moi, il manque une grande vérité, et qui est peut-être la réponse à votre question. Il manque une grande vérité dans ce soi-disant discours de vérité, c'est de reconnaître de la part de l'État français qu'à l'origine de toutes ces souffrances, et on voit comment ces souffrances sont encore tellement à vif, à l'origine de toutes ces souffrances, c'est la colonisation elle-même qui est responsable. Il faut, ça me semble essentiel pour apaiser les mémoires, il faut que le gouvernement français reconnaisse enfin que la colonisation en elle-même était un crime. Et que cette guerre d'Algérie, qu'on appelle la guerre d'Algérie en France, elle était une guerre coloniale, et donc, en tant que guerre coloniale, elle était une erreur, et elle était un crime. Parce que, à partir de là, oui, à partir de là, on peut espérer penser les plaies de tout le monde, c'est-à-dire de tous les... Donc vous incluez en fait les harkis dans cette condamnation du colonialisme. Absolument, absolument. Ce qui n'est pas évident, parce que tous ne disent pas ça. Ah ben, les harkis sont les victimes du colonialisme comme l'ensemble de la population algérienne de l'époque. Et ce qui serait très important de reconnaître une telle chose, c'est que on parle d'apaiser les mémoires. Alors, je ne parle même pas entre la France et l'Algérie, parce que là, si on ne reconnaît pas que la colonisation en elle-même était un vaste crime, c'est que du blabla d'essayer d'apaiser les... Donc pour vous c'est la base, Pierre Daume. Alors justement, pardon, je vous interromps, on va écouter... Allez-y. Juste, je finis, parce que c'est au cœur même de la société française où se trouvent aujourd'hui encore les acteurs des différents camps de toute cette histoire. Et donc, si on veut apaiser les mémoires au sein de la société française, il faut passer par la reconnaissance
de la colonisation en tant que crime. Alors justement, la reconnaissance de la colonisation en tant que même crime contre l'humanité, Emmanuel Macron avait fait une déclaration en ce sens en février 2017 lors d'un déplacement à Alger. C'était pendant la campagne présidentielle. On l'écoute, hein, donc nous sommes en 2017. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Daïla Kershouch, vous êtes d'accord donc avec cette approche globalisante justement que vient de décrire Pierre Daume et avec ce que vient de dire le président Macron? Je ne suis pas du tout d'accord avec la logique globalisante parce qu'il y a une singularité dans le drame des harkis que l'on ne peut pas que l'on ne peut pas nier. C'est-à-dire que la colonisation s'est arrêtée en 1962, la colonisation de la guerre de l'Algérie. Mais le drame des harkis a perduré bien après la colonisation. Il a une longévité, les derniers camps ont fermé dans les années 80. Sa longévité et son ancrage sur le territoire français en font que c'est un drame totalement singulier, parce que c'est le plus... pour moi, ça fait partie des plus graves violations des droits de l'homme qui ont été perpétrées sur le sol français dans la France post-coloniale. Mais c'est une conséquence de la colonisation ? Évidemment, ça fait partie de cette grande histoire de la colonisation. Et je parlais tout à l'heure de névrose coloniale. Mais il y a les névroses coloniales et il y a les névroses post-coloniales. Donc, et je pense que si on englobe toutes ces mémoires qui saignent, pour reprendre les mots de Benjamin Stora, on va uniformiser et on va nier les singularités de chaque histoire. Et moi je tiens vraiment à la singularité du drame des harkis pour les raisons que j'ai exposées, par sa longévité et son ancrage sur le territoire français, et le fait qu'il se perpétue aussi de génération en génération. On parle d'enfants de harkis, de petits-enfants de harkis. Il est important aujourd'hui d'arrêter, de stopper cette transmission de la souffrance et des larmes pour les générations futures. Il faut les libérer. Manda Mou, vous êtes d'accord? Quel est votre sentiment? Alors, vous parlez justement de Benjamin Stora qui a donc écrit ce rapport, un rapport qui avait été demandé par le président de la République, où il parle beaucoup d'ailleurs des crimes coloniaux dans ce rapport. Il ne recommande pas d'ailleurs la présentation d'excuses de la France, hein, mais une autre méthode pour apaiser les mémoires. Il a été très critiqué par les harkis au moment où il a sorti son rapport. Lui-même d'ailleurs avait été touché par cela. Vous l'aviez critiqué, vous, ce rapport de Benjamin Stora? J'avais critiqué ses insuffisances. Mais pour revenir sur ce que disait Pierre Daume d'un mot, c'est toujours difficile d'avoir comme ça des jugements très rapides, presque péremptoires, en quelques minutes. Je veux dire, effectivement, la colonisation, ses origines, ses évolutions. Pourquoi des décolonisations? Parce que tous les pays ont colonisé, ou presque. Je veux dire, le Portugal, l'Espagne, la Belgique, l'Angleterre, bien évidemment. Pourquoi ça s'est moins mal passé avec certains que d'autres? C'est ça qu'il faut s'interroger. Donc dire aujourd'hui, la colonie, avec nos yeux d'aujourd'hui, confortablement assis, la colonisation est un crime, j'ai envie de dire, c'est d'une banalité qui n'apporte rien. Parce que évidemment que c'est un système injuste, puisque c'est l'oppression d'un peuple sur un autre, mais à cette époque-là, il faut bien savoir que c'était dans l'air du temps. Je veux dire, un certain nombre de grands noms, et non des moindres, Jules Ferry, et ils étaient pour la colonisation parce qu'ils pensaient qu'on allait apporter une civilisation. Donc, évidemment que ça mériterait du temps. Voilà. Donc vous relativisez? Moi, je pense qu'il faut relativiser parce que tout ça est complexe et que ça mérite. Alors, malheureusement, il y a peu d'émissions, il faudrait laisser 2 heures à Pierre Baume et à d'autres pour en parler. Et à moi, si vous voulez. Mais simplement dire c'est un crime contre l'humanité, je veux dire, ça rime à rien parce que en 130 ans de coexistence, pas toujours pacifique, certes, il y a quand même eu des échanges, il y a quand même des gens qui se sont sentis de cette terre. Je veux dire, au bout de 4 générations, dire des pieds noirs, rentrez chez vous, c'est pas chez vous, mais imaginez si on disait ça à des immigrés qui sont là depuis 4 générations, ils sont français, point. Et bien, les Algériens, ils se sentaient aussi chez eux là-bas. Donc, c'est simplement un peu plus compliqué que ce qu'on voudrait dire. Et puis, comme je l'ai dit,
disait Dalila, de toute façon, après 62, il faut arrêter de tout mettre sur le dos de la colonisation. Ils étaient en France, on pouvait gérer les choses autrement. Pierre Daume, la guerre des mémoires a changé de nature. On est passé d'affrontements mémoriels à des affrontements identitaires. C'est ce qu'a dit Benjamin Stora dans une interview. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Et d'ailleurs, il pense justement qu'il y a un rôle important à donner aux enfants et aux petits-enfants de Harki, justement, dans cette espèce de mémoire, de transmission de la mémoire et d'identité. Alors, je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire, Benjamin Stora. Je tiens à préciser que je suis évidemment tout à fait d'accord avec Dalila Kershouch quand elle pointe la spécificité, la singularité du drame des Harkis vécu après 1962. Bon, cependant, soyons pragmatiques. D'une part, si on veut, alors là je parle uniquement de la société française qui est composée de toutes les, j'allais dire, les poussières de l'Empire, de toutes les composantes des populations coloniales. Et bien, si on veut trouver une entente, eh bien, déjà, il faut, certes, reconnaître les singularités de chacun. Ce qui a été fait par le président aujourd'hui. Mais il faut que chacun reconnaisse les singularités de l'autre. Parce que chaque groupe social porteur de mémoire va vous parler de ses singularités. Et d'autre part, vous avez dit dans votre émission que le président Macron n'était que à sa troisième étape d'un espèce de marathon de commémoration. En tout cas, il y en a deux autres. De commémoration, et qu'il avait prévu bientôt de mettre à l'honneur les souffrances de ces Algériens militants ou sympathisants de l'indépendance algérienne qui se sont fait massacrer par la police française à Paris en octobre 61. Donc, c'est là, et ces gens-là, leurs enfants, ils font partie de la société française au même titre que les Harkis et leurs enfants. Or, à l'époque, ils étaient frontalement opposés. Donc, c'est bien gentil de dire oui, on aime tout le monde, on distribue des bons points de reconnaissance à tout le monde, on distribue éventuellement des indemnisations à tout le monde, mais c'est pas ça qui va. Mais qu'est-ce que ça veut, qu'est-ce que ça signifie? Qu'il y en a trop des commémorations, effectivement, il va y avoir le 60e anniversaire des accords d'Évian, il y a effectivement cette manifestation. Alors là, il n'y en a jamais trop. Je trouve qu'il n'y en a justement pas assez de ces discours de reconnaissance. Mais par contre, il y a trop de non-dits, il y a trop de. Oui, on n'ose pas nommer les choses par leur nom. Une autre chose, à propos du discours de vérité sur les Harkis. Dans ce soi-disant discours de vérité, il y a un truc qui manque terriblement, c'est le racisme dont les familles de Harkis arrivées en France ont subi, alors non seulement, en effet, dans l'internement indigne, immonde des camps, mais même après les camps, dans les banlieues de relégation sociale, où sont jusqu'à aujourd'hui relégués, parqués, mis à l'écart géographiquement, un grand nombre de populations issues des immigrations coloniales. Et bien là, on trouve des familles de Harkis, des enfants, des petits-enfants, et des familles d'immigrés algériens de l'immigration ouvrière qui subissent à égalité le même racisme. Donc la difficulté, ça va être effectivement de faire la paix avec l'histoire qui concerne l'ensemble de ces populations, qui sont, comme vous l'avez dit, très différentes. Il faut le dire qu'il y a un racisme anti-maghrébin en France qui structure la société française depuis bien avant 62, qui aujourd'hui s'appelle le racisme anti-musulman, et ça,
c'est un grand non-dit encore de tous ces discours de on veut réparer les douleurs faites aux harkis. Mais il faudrait que la France, par ses gouvernements, sache dire c'est pas parce que vous êtes maghrébin, c'est pas parce que vous êtes de religion musulmane que vous n'appartenez pas à notre famille, à la société française. Moi, vous voulez réagir, hein, je vous interromps, Pierre Daume. Oui, parce que je trouve qu'on s'éloigne un peu du sujet. Je suis désolé. Alors aujourd'hui, il y a eu quand même une annonce extrêmement importante. Voilà, et je pense que la vérité répare et que c'est cette vérité qui va aussi permettre effectivement de faire ce qui n'a jamais été fait. C'est vraiment de passer à une logique de justice. Après, je suis d'accord avec Adam, il y a encore des blancs. Il y a encore des blancs durs ici. Par exemple, effectivement, la responsabilité de tout ça, c'est quand même le général de Gaulle de l'époque. Bon, et là, il faut aller plus loin dans la définition des responsabilités de chacun. On a quand même l'impression qu'on a peur d'écorner la statue du commandeur. Et bon, il faut accepter que si il a pu faire de grandes choses à une autre époque, sur la fin de la guerre de l'Algérie, la gestion a été catastrophique et irresponsable. Dalia Karchouch, est-ce que finalement les harkis n'ont pas été, on est en pleine campagne présidentielle, donc effectivement il a été accusé par ses adversaires, Emmanuel Macron, d'utiliser les harkis pour justement pouvoir avoir des votants auprès des harkis, et puis ça va continuer comme ça pendant un certain nombre de mois. L'Algérie va vraiment faire partie effectivement de cette campagne. Est-ce que les harkis ont été instrumentalisés de nombreuses fois par les partis politiques? Je pense notamment aux partis d'extrême droite. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez? Oui, les harkis ont évidemment servi de vivier électoral, ont été instrumentalisés, victimes d'un clientélisme politique honteux de la part de tous les partis, de tous bords. La plupart des déclarations présidentielles, je pense à celle de Nicolas Sarkozy, à Rivesalt, celle de François Hollande, elles se sont déroulées quelques jours avant l'élection présidentielle. Donc c'était vraiment en pleine campagne. Sarkozy surtout. Hollande, c'était 6 mois avant. 6 mois avant. Bon, Emmanuel Macron, c'est 6 mois avant aussi, on peut dire, à ce moment-là. Là, on est un peu... Enfin, voilà, c'est depuis le mois 2, c'est un peu plus long, parce que le processus a démarré.